Pierre Jaubert, je suis interne en hémato à la Pitié en ce moment et je suis en 5e semestre. Donc voilà, là c'est des cas, c'est tous des vrais patients que j'ai plutôt vu en néphro. Et puis voilà, j'espère que ça va vous inspirer. Voilà, bon, on commence par le sujet 1. Une femme de 35 ans qui consulte aux urgences pour un déficit moteur de l'hémicorps droit. Ses symptômes ont commencé il y a 6 heures, et donc le téléphone lui est tombé de la main droite. Quand elle s'est levée, elle n'a pas pu bouger sa jambe droite et elle a appelé le SAMU. Depuis quelques jours, elle a plusieurs choses bizarres. Une baisse d'acuité visuelle brutale et réversible de l'œil droit, une incapacité à trouver ses mots pendant 2 heures, et sinon elle dit qu'elle est fatiguée et un peu essoufflée. À l'examen clinique, ce qui est marquant, c'est qu'elle est pâle, qu'elle a des conjonctives jaunes. Un examen cardiovasculaire et pulmonaire qui est normal, un abdomen normal, à l'examen neuro, un déficit au membre supérieur et inférieur droit à 2/5. Alors la première question, c'est de faire un résumé syndromique et de compléter votre examen clinique. Vas-y. Donc, c'est une patiente de 35 ans qui présente une hémiplégie proportionnelle droite, qui a été précédée d'un syndrome de menace cérébrale avec une pluie d'accidents d'allure ischémique transitoire. Elle présente aussi un syndrome hémolytique incomplet avec le syndrome anémique et ictère. Et à l'examen clinique, j'ai recherché en faveur de l'AVC des facteurs de risque d'athérome, tabac, diabète, dyslipidémie, un antécédent de fibrillation atriale. J'ai recherché d'autres déficits neurologiques, un hémisyndrome cérébelleux, une aphasie, une paralysie des paires crâniennes, un syndrome de Gerstmann. Voilà, j'ai fait un ECG pour voir s'il n'y avait pas une fibrillation atriale et une BU. Et j'ai recherché une splénomégalie aussi. D'accord. C'est quoi un syndrome hémolytique incomplet en fait? C'est quoi? Parce qu'il manquait la splénomégalie. Et il y a la triade, non? Non, en fait, là, elle a un syndrome anémique parce qu'elle est essoufflée, elle est pâle. Tu peux évoquer une hémolyse parce qu'elle est un peu jaune. Et la splénomégalie, c'est autre chose, quoi. Tu peux rajouter ça en plus, mais tu peux avoir des anémies sans splénomégalie, des anémies hémolytiques. Bon, c'est pas grave, hein. Comment t'appelles un déficit moteur d'un hémicorps, en fait? Une hémiplégie? Oui, et en syndrome, en termes de syndrome? Ah, un syndrome pyramidal. Un syndrome pyramidal, oui. Donc en fait, c'est ça qui a été coté. Il n'y en a pas beaucoup qui l'ont mis, le syndrome pyramidal. Voilà. Donc quand on vous demande des syndromes, les patients ils ont des symptômes, c'est ce qu'ils décrivent. Des signes, c'est ce que vous retrouvez à l'examen. Un syndrome, c'est un ensemble de signes et de symptômes. Et puis après, ça va aux maladies. Donc là, en fait, dans ce que tu as dit, il n'y avait pas vraiment de syndrome quand tu as dit une hémiplégie. Ça, c'est plus un symptôme ou un signe. Ok. Il est proportionnel parce que ça touche de la même façon le membre sup et le membre inf, donc ce qui est en faveur d'une atteinte plutôt des voies de transmission que du cortex cérébral. Effectivement, ce qu'elle a fait avant, ça évoque des accidents ischémiques transitoires, et puis tu as dit le syndrome anémique. Donc moi, ce que j'ai recherché là, c'était des céphalées. Éventuellement, si elle avait eu de la fièvre dans les jours à venir, enfin précédents, parce qu'elle n'a quand même pas une présentation typique d'AVC, elle n'a pas 60 ans, fumeuse, avec un gros terrain athéromateux, donc il faut voir s'il n'y a pas quelque chose d'un peu bizarre, un syndrome inflammatoire, des choses comme ça. Et puis l'examen neurologique, donc compléter un peu le syndrome pyramidal avec les réflexes ostéotendineux, le Babinski, et voir si tu n'as pas d'autres signes neurologiques associés pour préciser un peu le niveau, comme une atteinte des paires crâniennes ou un syndrome cérébelleux, enfin ça tu l'as dit. Ok. Alors, les réflexes ostéotendineux sont diminués à droite, le cutané plantaire est en extension, les paires crâniennes sont normales. En fait, vous aviez... je vous ai donné dans la question d'après toutes les réponses que j'attendais sur l'examen. Et souvent, c'est comme ça à l'internat, lisez bien les questions après. Parce que c'est très difficile de faire un sujet où on ne vous donne pas les réponses qui sont attendues à la question précédente. Essayez un jour d'écrire un sujet. C'est très compliqué de vous demander, par exemple, un examen clinique et de ne pas vous donner des éléments importants de cet examen clinique après. Donc pensez-y à bien lire ce qu'il y a après. Quel bilan paraclinique vous semble nécessaire?
Alors, donc en urgence, un bilan diagnostique, donc l'IRM cérébral avec une séquence diffusion T1, T2, puisque on est plus en faveur d'un AVC ischémique que hémorragique puisque c'est systématisé en secteur. Un bilan étiologique, donc une échographie des TSA, un Doppler transcrânien, une écho-cœur transthoracique, un ECG, un bilan biologique, donc glycémie à jeun, bilan lipidique à jeun, tropo, CPK, MB, NFS-TP, TCA, des lactates et des gaz du sang pour la tolérance, et un bilan de l'anémie et de l'hémolyse, donc LDH, apto, bili, un test de Cons et un frottis sanguin, et un bilan hépatique pour chercher une cholestase. D'accord. Ok. Bon, en pratique, l'IRM, c'est pas toujours facile à avoir en urgence, même à la Pitié-Salpêtrière. Donc là, tu vas faxer ta demande de scanner que tu auras en une demi-heure normalement. Et puis tu vas faxer aussi une demande d'IRM, mais tu risques d'avoir un petit peu de temps. Donc c'est vrai que l'IRM, si tu peux l'avoir d'emblée, ça sert à rien de faire un scanner. Mais quand même, dans les recommandations, on dit de faire d'abord un scanner pour éliminer une cause hémorragique. Donc dans vos réponses à l'internat, AVC, vous mettez toujours quand même le scanner sans injection, parce que c'est juste pour voir si ça saigne. Donc si ça saigne, vous verrez sans injection. Une hyperdensité spontanée. Et puis après, l'IRM. Dans l'IRM, pour un AVC, ce qui est bien aussi, c'est de regarder dans le même temps les vaisseaux du cou en angiographie par résonance magnétique. Et puis, dans le bilan d'un AVC, ça, c'est quelque chose que vous devez savoir faire parfaitement, quoi. Donc, ça peut être une cause, une cause emboligène. Donc, il faut regarder le cœur avec des troubles du rythme ou bien une cardiopathie emboligène qu'on verra à l'ETT. Là, j'ai mis aussi le Holter. C'est quelque chose qu'on ne fera pas en urgence, hein, mais c'est quelque chose qu'il faudra faire. Et puis, la radio de thorax que tu n'as pas dit, c'est vrai que ça peut te... Enfin, il y en a qui peuvent voir... Tu peux assez vite voir qu'il y a une cardiopathie sur une radio de thorax si le cœur il est énorme. Et voilà, tu as mieux détaillé le bilan biologique. Elle n'a pas un terrain athéromateux, cette dame. Enfin, c'est clairement, 35 ans, c'est pas un AVC classique, mais c'est bien de le faire. Ah ouais, tu as eu raison. Ok, question suivante. Donc, il y a des lésions ischémiques bilatérales dans plein de territoires artériels différents. Et puis on vous donne le bilan biologique et je vous demandais de l'interpréter et de faire des hypothèses diagnostiques devant le tableau clinico-biologique. Alors moi j'avais parlé d'anémie macrocytaire régénérative avec donc une hémolyse puisqu'on a des schizocytes, une haptoglobine effondrée et des LDH augmentés. Alors les schizocytes, ça ne te renseigne pas spécialement sur l'hémolyse. Enfin, plus précisément que renseigner sur l'hémolyse, ça donne quoi comme information? Je sais pas. En fait, l'hémolyse, ça va être la bili, les LDH, l'haptoglobine. Donc tu prends ton globule rouge, tu l'exploses. L'hémoglobine, elle va être d'une part chélatée par l'haptoglobine, et donc ça va faire baisser l'haptoglobine. D'autre part, elle va être transformée en bilirubine par les macrophages, donc ça va faire monter la bilirubine. Enfin, il y a des LDH dans le globule rouge, donc du coup ça va les sortir et ça va monter. Les schizocytes, en fait, c'est un témoin d'anémie hémolytique mécanique. Donc on voit des schizocytes dans cette maladie. On en voit aussi chez les gens qui ont des valves cardiaques, parce que les globules rouges, ils passent sur les valves et ils se fracassent. Il y avait aussi une thrombopénie qui était profonde, donc ça faisait une bicytopénie. Il y avait un bilan rénal perturbé avec une créaturée augmentée. J'ai pas calculé la clairance, mais bon. Ça écrit quoi sur ta copie? T'as mis bilan rénal perturbé créatinémie et urée augmentée, insuffisance rénale aiguë avec ionogramme normal. C'est tout ce que j'avais noté. Autrement, après, au niveau des hypothèses, j'ai pensé à une CIVD, mais je n'étais pas très à l'aise avec ça. Pourquoi c'est pas une CIVD, à ton avis? Parce qu'il y a que le fait qu'il n'y ait que des symptômes d'AVC, qu'il n'y a pas d'autres. Ouais, mais sur le bilan, tu peux dire que c'est pas une CIVD pour ça? Le TP, ouais. Ouais, en fait, la CIVD, il faut que tu aies un TP qui baisse, un TCA qui monte, et un fibrinogène qui baisse aussi, en fait. Donc ça peut pas être une CIVD, ça. J'ai évoqué un lupus avec un syndrome des anticorps circulants, SAPL. Syndrome des antiphospholipides. Ouais. Avec donc l'anémie hémolytique auto-immune, peut-être une thrombopénie auto-immune. Bon.
Et c'est tout. D'accord, ok. Donc, en fait, t'as pas évoqué le diagnostic. Donc, on reprend les anémies hémolytiques mécaniques. Enfin, à partir de là, c'est assez simple. Quand il y a des schizocytes, c'est soit la microangiopathie thrombotique, enfin les microangiopathies thrombotiques, soit les valves cardiaques, en particulier s'il y a un problème, si elles se désinsèrent. Donc ça, c'est assez... Si vous voyez des schizocytes en nombre, c'est assez facile de faire le diagnostic. Enfin, d'évoquer. Ça aurait pu être un lupus, effectivement. Mais dans le lupus, l'anémie hémolytique, elle est auto-immune, et dans ce cas-là, il n'y a pas de schizocytes, en fait. Mais je crois que c'était le deuxième grand diagnostic différentiel à évoquer. Surtout que c'est une femme, elle est jeune. Donc après, la question c'était, quels examens supplémentaires demandez-vous? Donc pour les microangiopathies thrombotiques, il y avait en premier le purpura thrombopénique, thrombocytopénique, et je sais plus le bilan qu'il faut faire pour ça. D'accord, je pense que vous n'allez pas le savoir. Hein, voilà. Pour le syndrome hémolytique et urémique, qui était moins probable chez elle, mais on peut peut-être faire quand même une copro pour Escherichia coli au 157H7. Pour le lupus et le SAPL, on peut faire un bilan immunologique avec des fans, et puis je sais pas, comme elle a un TCA qui est un tout petit peu allongé, faire une recharge anticoagulant circulant. D'accord. Voilà. Ensuite, moi, Une poussée de lupus, c'est quoi ce qui va te permettre de faire le diagnostic de poussée de lupus? C'est les compléments Ouais. qui sera Donc augmenté. fais le complément aussi. Donc ouais. un complément. Sinon, moi j'avais aussi évoqué un paludisme, donc j'avais fait un frottis sanguin, une goutte épaisse, un test de Coombs, et puis comme on est face à une insuffisance rénale aiguë, une échographie Doppler des rénales et des voies urinaires. D'accord. À la recherche d'une obstruction, et puis j'avais fait un ECBU avec analyse des sédiments urinaires. D'accord. Et c'est Pour l'insuffisance rénale, ça c'est... Ah oui, mais moi, le je vous ai iono-U, corrigé. j'avais fait la question d'avant en fait, parce que je l'avais fait plutôt le iono-urinaire. D'accord, ok. Pour l'insuffisance rénale, il faut que ce soit vraiment une case hein, pour vous. Vous faites forcément une échographie pour voir si c'est une insuffisance rénale obstructive, forcément un ECBU, un iono-U, une protéinurie, le iono-urinaire pour savoir si c'est fonctionnel ou organique, la protéinurie et le CBU pour savoir si c'est plutôt le glomérule ou le tubule qui est touché, quoi. Donc s'il y a une insuffisance rénale, il faut absolument que vous mettiez tous ces examens. En pratique, c'est pas forcément aussi facile à obtenir rapidement, mais quand même, normalement, on y arrive. Ok. Pour la maths, en fait, je vous dis ça, mais vous n'allez pas à le retenir pour l'internat. Ce qu'on a trouvé récemment, c'est que les gens qui font des microangiopathies thrombotiques, enfin des PTT comme ça, donc des purpura thrombopéniques thrombocytopathiques, ils ont un déficit en une protéine qui s'appelle ADAMTS13. Donc en fait, c'est une protéase qui est sécrétée par l'endothélium et dont la fonction est de cliver le facteur Willebrand. Donc le facteur Willebrand, vous savez, dans la maladie Willebrand, qu'il est sécrété en multimère, et c'est eux qui agrègent les plaquettes. Et il y a une protéase qui va découper le facteur Willebrand pour pas qu'il y ait trop d'agrégation plaquettaire. Donc si on manque de cette protéase, il va y avoir une accumulation de facteur Willebrand de haut poids moléculaire, et donc une agrégation des plaquettes sur l'endothélium. Donc ça va faire des petits thrombus, et là-dedans, les globules rouges passent et se fracassent, et donc ça donne à la fois la thrombopénie, puisque les plaquettes elles sont consommées au niveau des petits thrombus, et à la fois l'anémie hémolytique, puisque les globules rouges sont détruits en passant dans les thrombus, dans les thrombis. Donc en fait, cette protéine s'appelle ADAMTS13, et le mécanisme des PTT, c'est qu'il y a soit c'est congénital, dans ce cas-là, il y a un déficit congénital en cette protéase, soit c'est immunologique, et dans ce cas-là, il y a un anticorps anti-ADAMTS13 qui se met à être sécrété par un petit clone lymphoïde B, et ça fait que l'activité ADAMTS13 va être diminuée, et donc ça fait des poussées de microangiopathie thrombotique comme ça. Et moi, j'ai recherché aussi la toxine, mais je pense que vous pouviez décemment l'oublier, quoi. Enfin, c'est vrai que au 157H7, c'est dans les SHU, c'est chez les enfants, enfin, c'est pas du tout ce terrain-là, quoi. Si, c'est un PTT, ouais. Alors, MAT, c'est un mécanisme, enfin, c'est un groupe de maladies, et ça se rattache à la physiopathologie. Donc, c'est le déficit en cette protéase, une agrégation des plaquettes sur l'endothélium et des globules rouges qui passent au milieu, qui sont détruits parce que il n'y a plus la place de passer, quoi. Donc ça, c'est les microangiopathies thrombotiques, et dedans, il y a deux principaux tableaux. Chez l'enfant, c'est le SHU, et chez l'adulte, c'est le PTT, ou syndrome de Moscovitz. Ok.
Voilà, la question d'après. Donc en fait, c'était bien une mat qu'elle avait, un PTT. Et elle avait un anticorps anti-ADAMTS13 qui était sécrété et qui faisait qu'elle avait une activité ADAMTS13 à 5%, donc elle avait une poussée de mat. Donc on l'a traitée avec des échanges plasmatiques et du rituximab. Et donc je vous demandais un petit peu ce que c'était ces traitements. Alors, j'ai mis que c'était un immunosuppresseur et que ça appartenait aux biothérapies, mais bon voilà, et que donc ça réduisait la réponse immunitaire et donc qu'il y avait moins de production d'anticorps dirigés, enfin d'auto-anticorps. D'accord. Donc en fait, tu sais comment ça marche ou pas? Tu sais ce que c'est ce produit? Bah non, pas trop. Non. C'est pas grave de ne pas savoir, mais c'est un médicament, enfin, il faut que vous en ayez un tout petit peu des notions parce que c'est vraiment une grosse avancée thérapeutique. C'est un anticorps, en fait, dirigé contre le CD20. Et le CD20, c'est un des marqueurs de surface des lymphocytes B. Tous les lymphocytes B expriment le CD20. Donc cet anticorps, on va le mettre on va l'injecter au patient. Et il va se fixer sur le CD20, il va le reconnaître, il va activer le complément et il va détruire le lymphocyte B. Donc c'est un peu le même mécanisme, le même résultat que les corticoïdes, ça va détruire les lymphocytes, mais c'est beaucoup plus spécifique des lymphocytes B, ça a beaucoup moins d'effets indésirables et c'est beaucoup plus efficace en fait. Donc c'est un anticorps monoclonal anti-CD20. Et les échanges plasmatiques, est-ce que tu sais ce que c'est? Non, à part que ça faisait partie des produits sanguins labiles et qu'en fait on épure le plasma et on le remplace par du plasma avec des anticorps pas dirigés contre le soi, quoi. D'accord, donc voilà, c'est à peu près ça. En gros, on branche le patient à une machine qui ressemble à une machine de cytaphérèse comme pour les dons de plaquettes ou pour les dialyses. Pas pour les, voilà, on trie le plasma des cellules et on va enlever le plasma du patient et à la place on va lui donner du plasma de donneur. Et donc l'intérêt de cette procédure, c'est quand il y a un anticorps pathogène qui est responsable de la maladie, comme par exemple dans les Wegener ou dans les vascularités en cas en général ou dans les MAT, ça permet de retirer l'anticorps pathogène et donc ça a un effet bénéfique pour le patient. Puis là, d'autre part, en fait, en apportant du plasma de donneur, on va apporter de l'activité ADAMTS13 et donc ça va corriger un peu le déficit en ADAMTS13 et donc ça apporte un avantage aussi. Le nom, c'est le Maptera, le nom commercial. Et la molécule, c'est rituximab. Il y en a plein qui ont mis anti-TNF, en fait. Donc c'est pas un anti-TNF, le rituximab. Les anti-TNF, genre l'Ambrelle, etc., je me rappelle plus de leur nom, ça doit être l'infliximab ou quelque chose comme ça. Les anti-TNF, c'est complètement autre chose, c'est pour bloquer une cytokine. Donc on n'est pas cytotoxique du tout, on ne veut pas détruire des cellules, mais on va détruire des messages en fait, des messages entre les cellules, des messages inflammatoires. C'est ce qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde, dans les rhumatismes inflammatoires en général. Oui. La question c'était est-ce que toutes les maths sont d'origine auto-immune? Non, il y a des maths congénitales où les enfants naissent avec un déficit en ADAMTS13 et donc ils font des maths congénitales à partir de la naissance. Il y a dans les syndromes hémolytiques et urémiques, on pense qu'il y a un mécanisme auto-immun et qu'en fait la toxine de Escherichia coli ça va induire une réponse immunitaire aberrante qui va détruire ADAMTS13. Sans doute cette toxine elle est proche de la molécule ADAMTS13 et donc tu produis des anticorps antitoxines qui vont finir par détruire aussi la protéine ADAMTS13. Le mécanisme du HELLP syndrome, je ne pourrais pas te donner des réponses. Est-ce que le HELLP syndrome est une math? Ça y ressemble en tout cas parce que tu as des schizocytes, tu as une anémie, une thrombopénie. Le mécanisme précis, je ne pourrais pas te répondre. En particulier, je ne sais pas si ADAMTS13 est impliqué dans le HELLP syndrome. La différence entre immunomodulateur et immunosuppresseur. Avec un exemple immunomodulateur. Les corticoïdes, c'est des immunosuppresseurs. Les anti-TNF, c'est des immunomodulateurs. Donc les immunosuppresseurs, ils vont détruire des cellules qui sont impliquées dans le système immunitaire, comme les lymphocytes T ou les lymphocytes B. Voilà.
Un immunomodulateur, ça va jouer sur certaines voies d'activation du système immunitaire, sur certaines cytokines, etc. Donc les anti-TNF, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre Je sais pas trop. Je sais plus. Mais ouais, je sais pas s'il y a une différence très académique entre les deux. Voilà. Bon. Donc ne retenez pas pour l'internat Dame TS13 et tout ça. Par contre, retenez les anémies hémolytiques avec schizocytes, quoi. Mais Dame TS13, vous n'avez pas à le savoir, quoi. C'est juste pour que vous compreniez.